Donc bonjour à toutes et à tous. On est aujourd'hui réunis pour une table ronde qu'on a appelée nos tables rondes qu'on a appelées le cercle avec trois de nos quatre rôles modèles du mois de juillet. Comme je le disais juste avant de lancer l'enregistrement, on n'a pas Nathalie Crasset avec nous sur cette table ronde. Par contre, vous pouvez retrouver son live qu'on a fait il y a quelques jours avec elle, donc 1 heure de discussion avec elle sur le compte Instagram. Donc voilà, sur le mois de juillet 2023, pour ceux qui regarderont la vidéo dans très longtemps. Et je vous propose du coup peut-être de faire un petit tour de table. Donc peut-être rapidement pour vous dire qu'en fait, en quelques mots, le programme de rôle modèle de Women in Design, c'est un programme qui vise à mettre en avant des femmes et des personnes non binaires du secteur du design. Et donc, avec la volonté d'en mettre en avant le plus possible sur une année et sur l'année suivante, donc en 2024, on développera en fait d'autres initiatives plutôt terrain. Là, on est plutôt digital. L'année prochaine, ce sera plutôt terrain avec les différentes rôles modèles qui auront envie de continuer avec nous. Donc voilà, donc je laisse la parole à nos trois rôles modèles pour faire un petit tour de table et je vais aller fermer la fenêtre parce que j'entends des grêlons tomber, donc ça va gêner l'enregistrement. Claire, Brigitte et Géraldine, je vous laisse vous présenter et j'arrive tout de suite. Très bien. Je suppose que c'est dans l'ordre des prénoms. Donc, Claire Dachon, donc je suis designer depuis 2009, issue de l'école de design de Nantes Atlantique. J'ai suivi un parcours, un cursus de design produit et design industriel. Et passionnée par l'automobile, j'ai commencé ma carrière dans le transport, de design transport, donc les autocars, les autobus. Et puis depuis 6 ans, je suis donc chez Plastic Omnium, responsable du design studio avec mon équipe. Et puis on est là pour faire le lien entre les customers, enfin les constructeurs et puis l'engineering chez Plastic Omnium. Et on essaye vraiment d'orienter le design for business et puis de travailler dans toute cette nouvelle ère du design avec toutes les réglementations autour de l'industrie de l'automobile. Voilà, de l'industrie automobile, c'est ça. Voilà, donc je suis designer automobile passionnée par les voitures et les chevaux. Voilà, donc à vapeur et à poil. Je laisse la parole à Brigitte ou à Géraldine. Géraldine, peut-être, allez. Comme tu veux, Brigitte, avec plaisir. À voile ou à vapeur, c'est dans le thème LGBTQIA+, non-binaire. Alors, Géraldine Hatchuel, je suis designer d'expérience. J'ai fondé Chorégraphie en 2016, qui est une agence spécialisée dans cette discipline transdisciplinaire du design. J'ai fondé en 2019 la Story Room, la maison du design d'expérience qui vient incarner toutes les notions, les intelligences, la cabine storyphonique, le gameplay, la suspensoire qui sont en lien avec ce fameux design d'expérience. Et j'ai fondé en 2020 la chaire de design d'expérience soignant. Donc voilà, ça fait beaucoup de fois le même mot. Cette discipline du design d'expérience qu'on pourrait qualifier comme la co-construction de la vision et de la stratégie scénarisée. Encore une autre façon de le dire, c'est la co-écriture de récits de transition. En tout cas, on travaille sur 5 sentiers de transition. Handicap et inclusion, numérique, inclusif et convivial, transition éco, soignons les soignants, IA et robotique écoféministe. Et on est entreprise à mission. Voilà, en quelques mots, ce que je peux dire en introduction. Et je passe la parole à Brigitte. Alors, alors je suis Brigitte Borjane-Mozota. Je suis chercheure à la retraite maintenant, mais toujours aussi passionnée de l'espace du design. J'ai essayé de créer des ponts entre la science de gestion, les sciences économiques et sociales et les sciences du design. Développer un modèle pour essayer de définir la place du design dans la chaîne de valeur des organisations. Bien entendu, très intéressée sur le développement du respect et des designers en général, surtout en ce moment où on a diablement besoin d'avoir des designers pour faire face à tous les défis que nous avons en ce moment.
Donc moi, je ne suis pas designer. Hein. Mon boulot, c'est de lire et de regarder ce que font les designers et d'écrire des bouquins sur l'industrie du design, en fait. Et sa place dans l'économie et les différentes personnalités des designers que l'on peut avoir dans sa diversité. Et ça me semble important aussi de dire que je travaille sur le noyau commun tout en regardant la diversité des profils des designers. On pourrait appeler une alliée du design, finalement. Oui, oui. C'est même une alliée du design d'expérience. En tout cas, je parle pour ma personne, puisque les travaux de Brigitte nous aident beaucoup à réfléchir sur la valeur qu'on apporte et quel est notre rôle dans l'entreprise. Voilà, le rôle du design, j'imagine que Claire aussi vit ça au quotidien et toujours encore le grand indéfini, le grand inconnu du monde des organisations. Et voilà, j'ai vraiment toute confiance et voilà, beaucoup d'espoir sur le fait que dans les 20 prochaines années, on poursuive cette clarification. Et voilà, les travaux sur la valeur sont complètement essentiels. Quand on discute avec des ingénieurs, des managers qui se posent toujours la question d'abord de l'utilité, du pourquoi, de la performance d'un outil ou d'une approche, quelle qu'elle soit. Merci Géraldine. Alors, je vous passerai le relais, hein, parce que si on parle de 2050, je ne serai plus là, les filles. Eh ben, justement, Brigitte, merci pour ce lien parfaitement trouvé. Et excusez-moi pour le bruit, parce que là, j'ai vu les grêlons, ils font cette taille-là. Et donc, si vous entendez du bruit et vous voyez tourner la tête, tout va bien. Donc, l'idée, c'était aujourd'hui de réfléchir et d'apporter notre réflexion et notre vision par rapport au design dans 20 ans. Et donc, moi, ma première question, elle était pour Brigitte. Et Brigitte, j'avais envie de te demander, par rapport à justement cet exercice de projection, est-ce que tu trouves que c'est pertinent par rapport au métier de designer? Est-ce que ça fait partie du métier de designer de se projeter comme ça, de faire des exercices de projection dans l'avenir par rapport à la vision du design? Alors, ben oui, je trouve que c'est une bonne question à se poser parce que, en fait, on n'en parle pas assez finalement. Parce que quand on dit dans la définition du design que le designer cherche à améliorer, en fait, il y a toujours quelque part aussi, dans le améliorer et dans le mieux, une projection vers l'avenir. Alors maintenant, tu as quand même des designers qui se spécialisent là-dessus, qui sont dans du design fiction, dans du design de prospective, dans la construction de concepts, ou même qui sont dans la pensée critique et qui effectivement réfléchissent dans une logique totalement prospective, pas forcément sur des objets ou des artefacts qui vont être tout de suite sur le marché, mais en tout cas, toujours tourner vers le futur. Et moi, je pense que c'est vraiment une des valeurs du design dans notre économie, c'est de donner à voir justement cette possibilité de se tourner vers le futur en se disant oui, ben, on va expérimenter des choses, mais on peut aussi construire un imaginaire, commencer à donner des narratifs. Et ça me paraît particulièrement important en ce moment parce que ben, justement, c'est un peu flippant, quoi, quelque part. Et construire des imaginaires me paraît... là, il y a eu une exposition sur un Pompidou-Metz récemment sur les science-fiction, etc. Et c'était tout à fait passionnant de voir justement les liens qui peuvent se faire entre les auteurs, les artistes de science-fiction et les designers. Maintenant, est-ce que ça fait sens pour 2050 et qu'est-ce qui sera passé en 2050 ? Moi, j'ai réfléchi, je me suis dit, finalement, en 2050, les designers, ils continueront à penser à 2070, quoi, quelque part. Parce que le jeu, c'est, en étant designer, de trouver les signaux de faible et de donner une direction vers laquelle ce serait bien d'aller, ou en tout cas, voilà, parce qu'il y a un certain nombre d'attitudes et de valeurs qui sont portées par la profession et par la manière dont les designers ont leur relation au monde. Donc, moi, j'ai un peu envie de dire, en 2050, les signaux faibles qu'on voit maintenant seront mainstream. Et puis, en 2050, on trouvera d'autres signaux faibles, quoi. Voilà ce que je pourrais dire. Mais c'est vrai que les dirigeants d'entreprise se tournent aussi vers les designers, vers cette logique
aidez-moi à comprendre mon marché dans le futur. Mais justement, Géraldine, j'avais envie de te poser la question, toi, comment tu vois le design ou le rôle du ou de la designer dans 20 ans? Alors, on peut être un peu avant 2050. Ouais. Du coup, bon, je pense que tu l'as compris, je l'ai pas dit en préambule, mais moi, par mon approche à la fois du coup sciences de gestion, sciences du design et aussi du coup anthropologie des arts vivants, de la danse, chez Chorégraphie, on a une approche en tant que designer d'expérience qui est à la fois dans l'imagination, dans la conception, mais aussi beaucoup dans la facilitation. C'est-à-dire qu'en fait, notre conviction, c'est que ce monde en transition, ce monde en transformation, il ne pourra trouver les issues de secours, entre guillemets, que pas seulement en créant des imaginaires, mais en les faisant converger vers l'action. Voilà, donc moi, je crois que le rôle du designer aujourd'hui et en 2050, je crois qu'il se sera complètement démocratisé. Ce sera un rôle de médiateur des possibles, de médiateur des futurs. Voilà, aujourd'hui, on parle de justice réparatrice. Qu'est-ce que c'est que designer une expérience de justice qui soit réparatrice et qui soit pas coercitive? On parle de design de transition, on parle de design de transformation. Voilà, on travaille aujourd'hui sur la question du dialogue social en entreprise. Qu'est-ce que c'est que le design d'expérience pour faciliter la relation entre un syndicat, une organisation, entre un gouvernement et ses citoyens, entre des organisations sur un même territoire qui doivent finalement faire converger les différents intérêts des parties prenantes. Voilà, pour moi, le designer, aujourd'hui, on en est aux prémices. En 2050, on peut imaginer que, que ce design d'expérience-là, ce design de transition, il est partout et qu'on ait vraiment ces ambassadeurs, ces véhicules de la médiation multi-parties prenantes qui génèrent cette double empathie, cette multi-empathie, qui est capable de vraiment prendre en considération les points de vue de chacun et de les mettre en musique pour scénariser, pour imaginer et pour surtout mettre en action ces transitions-là. Et là où je rejoins, complètement Brigitte, c'est que les signaux faibles d'aujourd'hui, donc comment finalement faciliter, aider à concevoir le monde qui sera pollué, un monde qui sera pollué, un monde qui vivra des épidémies, un monde qui vivra des famines à répétition, un monde dans lequel notre système de soins, notre système éducatif, notre justice, la politique va continuer d'être en tension. Je crois qu'on a vraiment besoin aujourd'hui et encore demain des designers pour vraiment faciliter ce dialogue-là. Voilà, c'est ma conviction. Merci Géraldine. Est-ce que Claire, tu as envie d'intervenir justement sur ce point aussi, sur ta vision de comment tu vois le design le designer, la designer dans 20 ans? Oui, alors très difficile de rebondir après des discours aussi réfléchis, hein. Moi, ce sera certainement beaucoup plus simple et je vais me cantonner peut-être à mon expérience dans l'industrie automobile parce que c'est très précis, c'est très technique, c'est très réglementé dans ce que je vis tous les jours. Alors, la première chose que moi je me dis quand je dois penser à 2050, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans l'automobile jusqu'à aujourd'hui? Là, on arrive au deuxième point d'inflexion, hein, c'est-à-dire que autrefois, le véhicule, c'était un cheval qui se baladait dans les rues des villes, qui transportait des gens ou des biens avec des calèches ou autres. Ça polluait énormément à cause de l'urine des chevaux, du crottin. Donc, ils se sont dit, il faut passer à quelque chose d'un peu plus propre, hein, et c'est là qu'est arrivé le véhicule thermique. Et là, on arrive à un point où, d'un point de vue industriel, tout est beaucoup, beaucoup trop polluant. Alors, je ne rentrerai pas dans le débat ici du véhicule électrique parce qu'il peut y avoir des aberrations ou des injonctions contradictoires, ça c'est sûr.
sûr. En tout cas, notre rôle de designer aujourd'hui, on arrive dans cette transition qui est un vrai shift où on devient vraiment responsable de ce que l'on produit. Le design des années 80, ça c'est purement mon avis personnel, c'était packager quelque chose pour qu'il soit beau et économiquement viable sans prendre en compte, on va dire, toute la chaîne de valeur avec l'impact qu'il y avait de l'extraction de la matière les jusqu'à externalités. jusqu'à la fin de vie du produit. Aujourd'hui, on doit penser local, on doit penser vert, on doit penser réglementation. Et 2050, pour moi, ça résonne avec neutralité carbone. Et ça, c'est le monde dans lequel on est actuellement. C'est-à-dire que si demain, les constructeurs ne peuvent plus garantir une énergie verte ou quelque chose de moins polluant qu'aujourd'hui, il y aura des cotes, hein, évidemment. Eh bien, ils seront plus en mesure de vendre et de produire. Ils seront interdits ou bien ils auront des bonus tellement énormes qu'ils devront se racheter des crédits, chez d'autres constructeurs. Donc c'est tout un business, c'est très, très compliqué. Donc nous, en tant que designer aujourd'hui, on a besoin de penser, produit, user experience, toute la chaîne de valeur, prendre en considération, l'extraction de la matière jusqu'à la seconde vie, tout le life cycle, assessment du produit. Donc c'est très complexe, ça nous demande d'avoir une vision plus à 180 mais à 360, on va dire ça un peu comme ça. Et puis d'être extrêmement responsable de, l'effet papillon, on va dire, ce qui va se passer dans les années suivantes. Donc c'est très, très long en tout cas dans l'industrie automobile et ce que je peux imaginer dans le futur, là où aujourd'hui on est en train de se former, hein, pour la suite, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ça va commencer à se voir dans 10 ans, 15 ans. Mais dans 20 ans, tout aura bien changé, les temps seront certainement beaucoup plus durs, économiquement, démographiquement, géopolitiquement. Il y aura, beaucoup de contraintes, qu'on n'aura pas forcément anticipées. Et c'est là qu'on aura besoin d'être extrêmement créatif, très spontané et se fier à nos intuitions. Donc on va avoir besoin de design très humain, qui font beaucoup de terrain parce que, un designer pouvait, faire du style et packager quelque chose, ça allait bien. Demain, si on sent pas, le produit, le marché ou le service ou je ne sais trop quoi, parce on va beaucoup parler de service aussi pour demain, et ben, en fait, ça va nous demander d'avoir un bagage intellectuel bien différent, du simple talent de designer. Ça va beaucoup plus loin et déjà aujourd'hui, c'est le cas, hein. Donc ça va nous demander d'être des chefs d'orchestre extrêmement minutieux, hein. Là, je parle de partition de musique, c'est de pouvoir, jauger chaque note sur la partition pour s'assurer qu'on va avoir une harmonie à la fin et ça, on parle d'équilibre, hein et l'équilibre, elle va être drivée par le comportement et les attitudes et les réflexes, de l'usager à la fin et je pense que c'est viable pour beaucoup, beaucoup de domaines, hein. Donc c'est du terrain, c'est de l'observation et puis c'est du bon sens, et du savoir-être donc ça va mêler tout ce qui est de l'ordre de l'intelligence émotionnelle, hein. C'est, c'est énorme. Donc pour moi, c'est, savoir être très flexible, être très ouvert d'esprit, être prêt au changement, et être au cœur de beaucoup, beaucoup de domaines. Alors en transversal, on discute avec beaucoup de personnes, mais là, je pense qu'en 2050, il y aura certainement un impact beaucoup plus crédible du designer, puisqu'aujourd'hui, dans l'automobile, c'est très dur et encore plus quand on est designer intégré comme moi, chez un équipementier, 1er rang. Et le rôle du designer va prendre beaucoup, beaucoup d'importance. Et c'est là où moi je trouve que les choses vont changer. Ça va être justement la place, le positionnement du designer au sein d'un ensemble. Voilà. Quand je t'entends parler, j'ai l'impression que finalement, aujourd'hui, on a des défis environnementaux, un petit peu sociaux, et à traiter par le design. Et j'ai la sensation un peu quand je t'écoute que finalement, dans 20 ans, tu pressens qu'on va devoir aussi prendre en compte et avoir une connaissance plus affûtée de d'autres domaines. Qu'on n'a pas, dont le designer n'a pas forcément les connaissances. Je parle, par exemple, tu parlais de géopolitique, Mmh. d'autres de ces sujets-là. Peut-être que c'est ça aussi. J'ai l'impression qu'il y a ça dans ton discours aussi, de Ouais, venir ouais. développer des. Déjà qu'on on dit que le designer a cette réflexion, cette façon systémique, enfin, systémique d'analyser les choses, mais finalement là, ça va être encore plus large. C'est Exactement.
Exactement, et puis si on devait donner un wording de 3 mots pour un équilibre, neutralité 2050, ça rime avec neutralité carbone, design circulaire et intelligence émotionnelle, et évidemment intelligence collective parce qu'on peut pas travailler tout seul. Mais voilà, ça c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui. Si dans OK. 20 ans on refait cet échange, il est certain que j'aurai des nouveautés à apporter, ouais. Ce serait marrant d'ailleurs. Ce serait marrant. Ouais. Et justement par rapport à tout ça, on avait échangé quand on a préparé la table ronde sur la notion d'ancrage lié au territoire d'intervention, donc territoire, que ce soit, un territoire, physique, un endroit, l'espace dans lequel on expérimente ou le territoire, thématique, d'intervention, domaine d'intervention. Géraldine, est-ce que tu as envie de nous parler de comment, ou peut-être Claire d'ailleurs, je ne sais pas qui souhaite commencer, comment on prépare justement son territoire d'intervention à cette vision à plus de 20 ans? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Je ne sais pas si c'est Claire ou Géraldine, allez-y, ou Ouais. même Brigitte, si tu as envie de nous raconter comment vous mettez en place Mm. du coup ce qu'il faut pour qu'on puisse atteindre cette vision voilà, de manière simple ou la Mm. plus simple possible. Mm. Bah, je veux bien essayer de répondre. Euh, chez Chorégraphie, du coup, on a tenté d'écrire une mission, une raison d'être. Enfin, c'est plutôt la version slogan qui est chorégraphier l'entreprise et le travail et l'entreprise pour transformer la société. Et en fait, en faisant ça, cette métaphore de la chorégraphie, elle est pas évidente, elle est assez abstraite. On imagine tout de suite des danseurs. Voilà, tu parlais de musique, Claire, voilà, de papier à musique, d'orchestration. Voilà, mais je crois que c'est déjà un premier pas, on va dire, de se réinventer, de réinventer la vision de voir notre métier pour se préparer à l'avenir et de tenter de finalement faire prendre à la société un pas de côté sur la manière dont elle se conçoit. Donc typiquement dans un monde excellisé, on parle beaucoup d'excellisation du monde, du tableau Excel, on pense d'abord process, on pense parcours, on pense bullet point, on pense tableau Excel. Et, et je crois que amener cette question de la chorégraphie, voilà, comme finalement les parcours, les expériences visiteurs, clients, collaborateurs, soignants, éducateurs, apprenants, comme une danse, comme une chorégraphie qui se vit entre ceux qui la conçoivent, ceux qui la vivent, les expérienceurs, les designers, voilà. Déjà en soi, c'est amener une nouvelle vision, une nouvelle orchestration du monde. Après, voilà, je pense que Brigitte sera amplement d'accord parce qu'elle a beaucoup travaillé sur la question des compétences du design, mais je crois que s'interroger voilà, pour aller vers ces domaines d'intervention sur quelles sont les compétences du designer qui sont extrêmement utiles à la conception de ces chorégraphies d'avenir, on va dire, ou ces récits de transition. Voilà, ça me semble essentiel. Voilà, on ne va pas les reciter, hein, mais l'empathie, etc. Et aussi peut-être de réfléchir à celles qu'on doit développer, celles qu'on doit aller chercher aussi dans d'autres champs. Voilà, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup sur les arts vivants, sur la danse, sur voilà, l'anthropologie, l'ethnographie, bon, comme d'autres. Mais voilà, je crois que c'est vraiment intéressant de se dire, voilà, si demain je dois penser des récits de transition, je dois vraiment être en capacité d'être dans un design de l'être, dans le design de la narration, dans la mise en corps, dans la scénarisation. Donc, nous, on se forme à l'improvisation régulièrement. Voilà. Donc, il y a un peu tout cet enjeu-là. Et après, je crois que tu l'as très bien dit aussi, Johanna, et Claire aussi, et je vais peut-être en laisser aussi aux autres, mais il y a cette question des territoires. Quel territoire on s'autorise à aller en tant que designer, en tant que designer d'expérience. Et voilà, c'est vrai que nous, voilà, on s'est dit, voilà, chorégraphier le travail et l'entreprise pour transformer la société. Voilà, la société, elle est multiple. J'ai cité beaucoup de situations qu'on pourrait réinventer aujourd'hui.
Je crois qu'il faut s'autoriser à aller à la conquête, entre guillemets, de ces territoires, même si conquête, c'est plus un vocabulaire marketing que de designer, on va dire à l'aventure. Et voilà, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire avec la chaire de design d'expérience soignant, quand en 2020, on était confinés à la maison et que les soignants étaient confinés à l'hôpital. Et aujourd'hui, tout le travail qu'on a fait sur s'interroger sur voilà, c'est quoi les conditions de travail des soignants, quelles pourraient être les conditions d'un mieux-être, d'un empouvoirment, d'une créativité. En fait, on se rend compte que même symptômes produisent les mêmes effets, qu'en fait, quelque part, c'est un peu les personnes extrêmes de situations d'expérience collaborateur, d'expérience employée dans l'entreprise qui sont vécues au quotidien et qui sont assez symptomatiques d'état limite dans lequel on va vivre, même dans le privé, dans les organisations privées à l'avenir. Et ça nous donne des pistes. Voilà, c'est intéressant. Moi, je peux rebondir parce que tu es modeste, Géraldine, hein, parce que tout le travail que tu as fait, alors déjà la chaire, c'est absolument formidable d'avoir fait lancer ce genre d'idées pendant le Covid, etc. Mais tout ce que tu fais au niveau de l'infiltration, je dirais, du beau design dans le domaine des sociétés à mission, qui est quand même un mode d'organisation qui est intéressant et quelque part vers lequel on aimerait bien qu'il y ait plus d'entreprises qui viennent et s'installent. Et donc, moi, je trouve ça tout à fait vraiment, tu peux parler d'une aventure. C'est pour moi déjà une aventure de lancer ça. Je trouve que cette logique de l'hybridation, alors je sors d'une exposition là, à Paris là, sur après l'orage, je crois, à la Fondation Pinault, mais quand je voyais les artistes et tout, qui étaient exactement finalement dans cette logique de s'autoriser aussi ces hybridations entre les secteurs et entre les fonctions dans les organisations. Et pour moi, vraiment, en 2050, on aura compris que la pensée, parce que holistique, c'est des mots, ça nous plaît, système, tout ça, c'est... Mais enfin bon, en face, on ne comprend pas toujours. Mais le fait d'être capable de parler en même temps technique et en même temps se mettre à la place en empathie d'une personne et en même temps, quelque part, apporter cette dimension du corps, du sensible. Je dirais, moi, je cherche l'humain qui est capable de faire ça quand même. C'est vraiment les designers qui permettent, parce qu'à la fin, pour incarner quelque chose, il faut les trois. Et donc, là, je trouve que toute cette logique alors, par exemple, moi, ce qui me gêne, et j'espère qu'en 2050, ce sera résolu, c'est que le lien entre les défis que nous avons tous et je vais aller voir un designer et demander ce qu'il en pense. Ça, c'est vraiment pour moi mon combat encore. Je me dis, mais pourquoi la connexion ne se fait pas encore? Alors, peut-être que les algorithmes vont nous aider, peut-être que finalement, je ne sais pas, il va falloir... Enfin, en tout cas, peut-être que si on va tomber sur les 0 et les 1, la connexion va se faire parce qu'on a quand même bâti un monde qui est un monde de silos et on a beaucoup de mal à sortir de ce monde de silos et d'ego qui vont avec, en fait. Et donc, cette logique d'oser l'hybridation et d'oser la conversation, effectivement, dans des domaines qui sont complètement différents, ça me semble vraiment là, c'est même pas pour moi quelque part de la compétence, c'est presque du talent, quoi. C'est que ce genre de talent, on va vraiment en avoir besoin. Et j'aimerais bien, effectivement, me dire que des postes comme Claire, maintenant, c'est partout, quoi. C'est pas l'exception, c'est normal. La fonction design a pris sa place, elle a pris sa raison d'être, elle a pris aussi sa place en termes de raison d'être incarnée par des personnes. Et je voulais juste peut-être rajouter une dernière chose, c'est qui s'occupe des personnes. Et c'est quand même la grande force aussi des designers de dire, nous, on s'occupe des gens. Alors, bien sûr, il y a plein de psychologues, ethnologues, etc., plein de chercheurs et de professionnels en sciences sociales et humaines qui s'occupent de l'humain. Oui, mais dans les organisations,
on le cherche. Alors, l'expérience du client, c'est aussi quelque part l'expérience du collaborateur. La, de placer la personne dans sa globalité et pas dans ses tranches à la Maslow, pour moi, c'est quand même une des grandes forces des designers. Et j'espère qu'en 2050, ce sera totalement reconnu. Et en tout cas, oui, déjà là, vous êtes en train de planter toutes les trois ce qu'il faut, quoi. Il faut changer les consciences, mais les incarner, c'est ça aussi qui est important. Hein. C'est certainement je me permets de rebondir, Brigitte, super intéressant ce que tu dis parce que tu dis le designer à sa place, c'est ancré, etc. Alors, ça existe, mais c'est encore très, très peu reconnu et surtout incompris. Et ça a beau faire des années que je suis là où je suis, c'est très, très compliqué de changer les esprits, hein. Parce que, il y a besoin il y a besoin de communiquer énormément sur notre métier parce qu'en effet, on s'occupe des gens et les gens nous réduisent à juste des gens qui savent dessiner. C'est pas le cas, on est très technique, on est visionnaire, on a cette responsabilité aussi de donner une vision. Et si j'en reviens au territoire, pour moi, le territoire, en fait, c'est plutôt une histoire d'entreprise, ça, le territoire. Pour moi, il y a pas de frontières. Là où on est, si on veut être bon là où on a besoin d'aller sur plein d'autres territoires. Donc en fait, pour moi, c'est un peu illimité. J'ai eu le temps de réfléchir depuis notre dernière entrevue, hein, la semaine dernière et si on se nourrit pas, du monde entier, on peut pas être tout à fait complet et aujourd'hui, on a une grosse concurrence qui est l'intelligence artificielle, qui elle est déjà sur tous les territoires et je pense qu'en 2050, et j'ai le même espoir que Brigitte, c'est que vraiment le design ait une place reconnue, compris, et qu'en effet, on a, une interaction avec un écosystème qui est géantissime, hein, il y a pas d'autre mot, ou gigantissime. Et ce qui est très dur, c'est l'affront avec, les personnes qui ne comprennent pas ce que c'est que le design. Et je sais que c'est une abstraction, énorme pour eux parce on est humain, on est dans l'émotion, on est dans l'abstraction, on est dans la vision, on est dans l'intellect, on est dans le dessin, on est dans de la technique à la fois. Et on a beaucoup, beaucoup de personnes dans l'écosystème avec qui on discute. Donc c'est pas quantifiable d'un point de vue, euro ou dollar ou ce qu'on veut. C'est qualifiable, mais ce n'est pas quantifiable puisque tous les jours on me dit: «Quel sera ton ROI? Combien tu vas rapporter à l'entreprise?» Waouh! C'est dur parce qu'on est extrêmement en amont de ce qui se passe dans le présent. On est dans le futur, nous, en fait. C'est plutôt ça que je voulais dire. Et expliquer le chemin d'une pensée, à quelqu'un qui est dans le présent et qui attend juste qu'une chose, c'est des résultats business on est, Court terme, c'est on n'est surtout pas ça. en court terme, on n'est pas en phase, on n'est pas en phase. OK. Et expliquer ce qu'on en fait dans le présent pour que ça serve le futur, c'est un vrai défi. Parce que toi, tu es dans ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment, plutôt dans tu es en train de réfléchir à des choses qui seront sur le marché dans 10 ou 15 ans? C'est là Même après 2050, on essaye ouais. pour l'instant, on est sur des visions 2040 qu'on essaye de faire arriver en 2030, mais en fait, les process et les technologies sont très longues à développer, ce qui fait que parce que c'est des questions économiques, hein, culturelles, et puis ça concerne le monde entier, c'est les 3 grosses régions. J'ai perdu le fil de ma pensée. C'était quoi ta question, Joanna? Pardon. Ma question, c'était juste de dire, en fait, je reprécisais juste que ton point là, c'était aussi par rapport au fait que ton travail était très, très, prospectif et que du coup, cette vision Ah court oui, terme de devoir donner oui, un ROI alors que tu es voilà, en train de travailler sur des choses à 10 ou 15 ou voilà. plus, c'est pas évident comme question pour des profils, comme celui-là. Parce que Brigitte, finalement, dans ses travaux, nous donne des billes pour justement pouvoir répondre à ces questions-là, mais peut-être pas sur du 20 ans, quoi. Brigitte, c'est Et pas encore comment on fait, exactement. Brigitte. Je crois qu'il y avait Géraldine qui voulait prendre la parole et après, Brigitte, j'aimerais bien t'entendre sur comment on fait, du coup, pour dire va être le retour sur investissement pour dans 20 ans. Il n'y a pas de souci. Vas-y, Géraldine, tu voulais prendre la parole. Non,
Je voulais juste réagir parce que suite à notre discussion aussi, j'ai essayé de me préparer à cette discussion du design en 2050. Et du coup, je me suis permise d'interroger mes collaboratrices, dont certaines jeunes qui sortent de l'école. Et je voulais vous faire part d'une remarque de l'une d'entre elles qui me disait, c'est rigolo parce que j'étais en école de design et je travaillais sur un projet d'urbanisme transitoire. Et en fait, je me suis rendu compte que tous mes petits camarades d'école de commerce ou d'école d'ingénieur travaillent exactement sur les mêmes sujets. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les thématiques voilà, qui sont prépondérantes aujourd'hui, elles sont traitées par toutes les formations. On pourrait dire de manière indistincte, mais en fait, pas du tout, de manière extrêmement différente. Et ce que je trouve intéressant, c'est que oui, en école d'ingénieur, on va travailler sur des solutions techniques. Oui, en école de management, on va travailler sur c'est quoi les grands partenariats, comment est-ce qu'on met en place le projet, la gestion de projet. En design, on va vraiment se poser la question de prendre le temps de c'est quoi, le pourquoi, le projet, de faire converger tout le monde vers une même vision pour savoir vers où on va. Et du coup, en les écoutant, je me dis, mais en fait, il y a une clé qu'on n'a quand même pas encore craquée. C'est qu'aujourd'hui, oui, certes, il y a des petits projets à droite à gauche avec des écoles de design. Mais à quel moment, peut-être Brigitte, tu peux répondre à cette question, mais à quel moment il y a des vrais départements de design dans les écoles de commerce, dans les écoles d'ingénieurs, et il y a un tronc commun, SHS, conception, parce qu'en fait, on forme, en formant ces managers et ces ingénieurs, on les forme à être comment on disait, des têtes, non, des corps sans tête ou des têtes sans corps, je sais pas. Ouais, c'était la question de l'éducation qui m'interrogeait. Alors moi, j'ai réfléchi aussi et j'ai surtout réfléchi à l'évolution des compétences que tout le monde va devoir développer dans les 20 ans à venir. C'est-à-dire, quelque part, je pense que, si vous voulez, ce que l'on dit à l'heure actuelle, formation initiale, formation continue, tout ça, ça va partir, voilà. Et il va falloir se former. Je vais même jusqu'à dire qu'il faudra peut-être avoir un temps dédié du genre un tiers de sa vie à continuer à se former. Et là, je me dis que les designers ont vraiment une capacité à se mettre en place dans ce grand mouvement de l'enseignement et de l'éducation et quelque part de la formation, parce que se former avec le design, ça va être aussi un outil. Donc, ce n'est pas uniquement nous former effectivement et lutter contre les autres qui continueront à penser dans leur silo et on a la possibilité de l'hybridation et blablabla, etc. C'est qu'aussi on voit émerger peut-être des choses qui sortent de l'époque du design thinking, où quand les gens ont commencé à expérimenter, même cette notion d'expérimenter, pardonnez-moi, mais en chaire de gestion, on n'aimait pas trop ça. Il y a des mots qui sont rentrés dans les sciences économiques et sociales, la notion de risque, on avait tous des théories de risque, etc. La notion de chaos, etc. Tout ça, on avait des théories. Mais enfin, c'était pour la direction générale quand même, quelque part. Maintenant, appréhender une culture où on va accompagner l'humain, celui qui n'est pas d'accord sur le changement, celui qui reste... Moi, j'aime bien le trou du donut, là, encore une fois, de Kate et Worth, celui qui risque de tomber dans le trou. Donc, il ne faut pas oublier et être en empathie aussi de la personne qui ne comprend pas ce qui est en train de lui arriver. Et en plus, accompagner vers le futur. Bonjour les filles, quand même, ça fait beaucoup d'humains à protéger quand même aussi. Et bien entendu, faire en sorte que quand même, vous soyez écoutés dans les COMEX, etc. Je vais dire simplement un petit chiffre, c'est que le bouquin Boardroom Créativité, c'est le best-seller sur Amazon à l'heure actuelle. Et il a été coécrit avec une designer et quelqu'un qui est en conseil en stratégie. Et Filmmaker me disait, si on avait mis Boardroom Design, personne ne l'aurait acheté. Bon, et donc les mots, en fait, il va falloir trouver les mots. Moi, je sais pas, je sais qu'avec Hervé Collignon, là, on va développer un jeu, parce que je me dis, moi aussi, j'ai pas fait assez quelque part. On a les solutions pour vous aider, mais bon, elles sont pas partagées. Donc peut-être qu'avec l'idée du jeu et que la formation devienne justement quelque chose qui soit elle-même hybride, avec des logiques de présentiel plus
plus de trucs que justement on peut utiliser avec le digital et de faire des choses qui soient du prototypage du monde futur et n'ayez pas peur de faire comme ça. Enfin, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la formation des designers que moi j'ai trouvé passionnante. Je me suis dit, ah bon, mais il y a des gens, on les forme comme ça. Mais c'est bon, ça reste pour moi le côté waouh, quoi, pour les. Et plus on va accompagner ce côté waouh, le faire vivre par les autres, ça va quand même aider j'espère, à débloquer ces silos et ces logiques d'ego. La théorie de Follett en leadership, moi je la trouve vraiment pertinente. Je ne sais pas si vous la partagez toute, mais dans mes cours, j'en parle beaucoup parce qu'elle est à la fois, d'abord c'est une femme, elle a parlé de leadership, en plus elle en parlait déjà au début du siècle, et finalement en plus elle parle de leadership avec plutôt que de leadership sur les gens, et elle parle de leadership créatif. Et ce qui est bien, c'est qu'on en parle dans les écoles de commerce et finalement, on parle finalement d'une forme de leadership que portent les designers quand ils sont dans les équipes. Donc voilà, donc j'ai des espoirs comme ça, de théories qui peut-être vont être incarnées par votre génération. Mais il y aura les théories, c'est ça aussi qui est important, c'est à mon sens, c'est que enfin, j'espère que ma génération, nous toutes, on a bossé pour qu'il y ait des structures quand même. Et que vous ne soyez pas toute seule face qu'il y ait quand même des trucs qui permettent d'aider à faire partager et que. Parce que vraiment, ça c'est vraiment pour moi une souffrance de voir que les designers sont obligés finalement de ne peuvent pas envoyer deux factures, mais finalement ils devraient presque envoyer deux factures. Je fais ton projet et en plus je t'envoie la facture parce que je t'ai formé au design. et reprendre le truc de l'autre côté parce que ça vous faites ça très bien en disant bah, finalement moi je vais peut-être me mettre sur le marché de la formation. Parce que finalement la formation que j'ai eue dans les écoles du design, c'est ce dont on a besoin en termes de compétences à développer pour qu'on y arrive, quoi. Et puis qu'on y arrive un peu plus vite et oui, et puis que ce soit pas difficile, en sachant que bien sûr, quand on voit les enjeux le ROI à l'heure actuelle, quand je vois les enjeux d'investissement sociétaux qu'il va falloir lancer, je dis que le ROI, Ouais. vous pouvez continuer. Je crois que pour atteindre l'ensemble, pour résoudre les 17 enjeux de développement durable de l'ONU, ça a été chiffré à 176 milliards, 176 000 milliards de dollars, quelque chose comme ça. C'est genre énorme. Donc oui. Et juste avant de te passer la parole, Géraldine, j'aurais voulu juste revenir sur quelque chose que Brigitte a dit en disant qu'elle n'avait pas fait assez. Alors Brigitte, quand même, je tiens à dire que tu as fait beaucoup plus que, enfin voilà, tu as fait énormément pour le design. Et en fait, ce que tu es en train de faire encore, alors que, comme tu l'as dit, tu es à la retraite maintenant, ce que tu fais encore maintenant, c'est de continuer à aider le design pour essayer de tisser un pont plus simple et des outils plus simples entre tous les travaux que tu as faits dans ta carrière et finalement comment le rendre plus simple d'appropriation par nous les designers. Donc, tu en as déjà fait beaucoup et là, tu es encore en train d'en faire pour améliorer ou accroître cette simplicité ou ce pont entre la recherche finalement et la pratique et le quotidien. Déjà, je voulais dire merci pour tout ça. Non, mais Et puis, j'ai adoré tout ce que j'ai fait et je continue à le faire. Mais par exemple, je voulais juste vous prendre un exemple. Il y a aussi quelque part la France et le monde entier. Vous êtes en concurrence avec les designers du monde entier aussi. Il ne faut pas oublier cette logique.
il y a quand même deux choses qui sont importantes. C'est l'avantage compétitif par le design, mais finalement, vous êtes aussi en concurrence par rapport aux autres cerveaux. Enfin, je veux dire, il faut quand même aussi dire les choses. Et cette logique de voir la valeur du design comme une compétence clé, comme une ressource, plutôt que comme un truc qui est avantage compétitif, qui se voit sur les marchés, pour moi, elle est vraiment formidable. Donc, théorie de la ressource, vraiment, c'est très important pour moi de le voir comme ça. Mais par exemple, c'est une Coréenne qui a lancé une enquête sur, tiens, je vais regarder, puisqu'on sait comment les brevets sont déposés dans le monde entier, puisque les Coréens sont quand même pas mauvais dans ce qui concerne le digital, etc. Elle a lancé avec un de ses thésards la logique d'aller regarder est-ce que les brevets qui sont déposés par les designers sont plus efficaces que les brevets qui sont déposés par des ingénieurs. Et avec son outil, on reconstitue toute l'histoire de Dyson qui est arrivé après à tel objet, après à tel objet, après. C'est passionnant. Mais ça, c'est quand même aussi la compétence des designers qu'il va falloir se l'approprier parce que la capacité à déposer des brevets, il n'y a pas seulement des marques ou des dépôts de dessins et modèles, vous participez quand même beaucoup à la construction technologique aussi du monde de demain. Et pardon, mais bon, je prends trop de temps. C'était très intéressant, comme d'habitude. Et je crois que Géraldine, tu voulais prendre la parole et puis après, on pourra aussi donner la parole à Claire. J'espère que Claire t'a pris des notes. Ah ouais. Vas-y, Géraldine, on t'écoute. En fait, je voulais rebondir sur cette question des territoires qu'on a évoquée préalablement. Et finalement, voilà, l'appel d'air que nous donne Brigitte, hein, osez vous embarquer dans les territoires. Moi, je t'écoute, tu dis 173 milliards qui devraient être dédiés à l'investissement sur les projets des ODD. Voilà, moi, j'entends des chiffres qui montent de la BPI. Aujourd'hui, on a 80-95% des financements qui vont vers des solutions techniques, technologiques. Quand on regarde les chiffres de Sista sur les 10 dernières années, 90% des fonds, des VC, des fonds sont allés vers des projets d'entrepreneurs au masculin, plutôt team ingénieur. Je ne sais pas comment c'est chez toi, Claire, et comment vont les budgets et comment sont orientés les financements. Voilà, aujourd'hui, on a sur LinkedIn Sandra Ray qui nous annonce que Glowy n'a pas été repris, que les fonds d'impact ne se sont pas bousculés au portillon pour mettre les levées de fonds, mettre l'argent nécessaire pour continuer de développer la bioluminescence. Voilà, un territoire qui apparaît comme ça, qui apparaît de manière absolument essentielle et sur lequel il faut se battre, il faut créer de l'attraction, c'est le design de financement durable. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce que demain, on redesignerait pas la manière dont sont conçus les fonds, des fonds à impact, sur des fonds à projets empathiques, des solutions expérientielles fondées sur la nature, solutions humanistes qui répondent aux ODD. Voilà, pour moi, c'est un territoire, un territoire qu'on doit se saisir parce que sinon, on est pieds et poings liés à un système qui, de toutes les manières, finance pas les projets dont on a besoin. Ça, c'est très, très bien dit et c'est... il faut y aller. C'est ça, hein, parce que la logique d'aller vers vous, elle n'est pas là. Donc, on va y aller. Ouais, voilà. Alors, là, on a brûlé la médiathèque de Metz où j'habite. D'accord. Et on a eu plein de gens qui pleuraient là. Pardonnez-moi, mais moi, j'ai envoyé un petit mail là dimanche en disant le syndicat du designer, APCI, où êtes-vous? Où êtes-vous? Réveillez-vous. Envoyez un mail en disant que tous les designers de France sont derrière monsieur le président de la métropole pour reconstruire dans les 10 jours une bibliothèque virtuelle, un espace
parce que voilà, ça c'est des territoires sur lesquels on est pertinent, etc. Et à un moment donné, il va falloir peut-être être quand même dans une logique de puisque les projets n'arrivent pas ou n'arrivent pas, ouais, tiens, ce sujet-là m'intéresse, je suis designer, vous savez ce que c'est qu'un designer, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi, je sais Oui, pas, mais c'est réagir, aussi, par rapport on parlait des 20 prochaines années avec comment dire? Tous ces imprévus parce que ça va être ça, en fait. On voit aujourd'hui les imprévus du climat ou les impacts non prévus liés à des événements, finalement des impacts sur plein de trucs et cetera. Ça, c'est quelque chose qui va s'intensifier et ce que tu nous dis là, finalement, il se passe un événement. Bim, qu'est-ce que le designer va venir, comment le designer va venir justement sur le territoire au niveau local pour intervenir sur son territoire peut-être d'ailleurs même, pour venir simplifier ou adoucir ou trouver des solutions rapidement à des problématiques qu'on n'avait pas vu venir. Claire, on te donne la parole. Est-ce que tu as envie de rebondir? Quoi tu as envie de rebondir? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire là par rapport à tout ce que tu as entendu? Moi, j'avais envie de parler du sujet user experience, service. En fait, voilà, je pense que 2050, ça va être. Je reviens sur le sujet 2050, pardon. Oui, c'est notre sujet, t'inquiète, c'est Ça normal. va être designé aussi. Alors, en service, en produit, tout ce qu'on veut, évidemment, en digital, en IA, pour les enfants qui sont en train de naître actuellement. On voit déjà que la génération des 10 ou 15 ans, actuellement, ils ne consomment pas du tout de la même façon qu'aujourd'hui. Comme nous, on peut consommer, hein, nous, on est des gros consommateurs. Et puis, il y a un sujet que j'adore qui est l'esclavage énergétique. J'ai eu une discussion une fois comme ça, et puis je l'ai souvent avec des gens. À l'époque de Cro-Magnon, l'homme se suffisait à lui tout seul, hein. Donc il avait besoin de lui avec ses bras, sa force, et puis il faisait sa maison, il allait chasser sa nourriture, et cetera. Et bah, aujourd'hui, dans les chiffres d'il y a peut-être 2-3 ans, à l'époque du covid, c'était quand j'avais eu l'info la première fois, une personne aujourd'hui, on va dire en France là, et bah, elle a besoin, vous êtes pas prête, hein, elle a besoin de 500 personnes pour vivre, pour avoir sa maison, sa voiture, son machin, son truc, son chien, aller au boulot, avoir sa voiture, et cetera. 500. 500. C'est monstrueux. Ça veut dire que vraiment vous avez une horde de personnes qui travaillent pour vous constamment pour que vous puissiez juste, ne serait-ce que mettre votre labello, clouc. Là, c'est peut-être une personne, ma lime à ongles, tout ce qu'on voit, tout ce qui nous entoure, voilà. Et ça, c'est un peu une thématique qui est dingue. Comment on va consommer demain? Ça, c'est une vraie question. Et puis, comment vont consommer les enfants qui naissent aujourd'hui? Et je crois que c'est là qu'on a intérêt à être très au courant des habitudes des jeunes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, être sur le terrain, c'est super important, c'est de l'observation. Être designer, c'est observer d'abord, hein, évidemment, c'est de sentir les choses. Et comme déjà être designer, c'est un comportement, c'est un lifestyle, on a des antennes un peu partout et on arrive à sentir, à capter les choses. Et les choses changent très vite quand je vois aujourd'hui les jeunes de 15 ans avec leurs iPhones ou leurs appareils électroniques qui arrivent à faire des choses incroyables, réduire le temps de je ne sais trop quoi pour se prendre un billet de train ou pour aller acheter un produit ou etc., etc. Il y a tout l'univers d'Amazon avec la consommation folle des colis, tout ça depuis le confinement. Tout ça, ça va changer. On va peut-être arriver dans l'ère du troc, peut-être que la monnaie va disparaître. Il faut qu'on soit prêt à n'importe quel changement, drastique, et c'est là que c'est absolument palpitant, passionnant pour nous parce qu'on n'a jamais eu un métier aussi important et aussi écouté finalement dans les changements très, très forts. Parce que, on a justement cette capacité à pouvoir discuter avec à peu près tous les corps de métier parce qu'on est centré sur l'humain avant tout, et puis on est ultra formé sur plein de choses. On est très polyvalent, et ce que disait Brigitte tout à l'heure, c'est qu'en effet, hein, on l'est déjà depuis longtemps, mais on est des formateurs. On est des formateurs sur beaucoup, beaucoup de choses, et moi je suis OK pour qu'Emmanuel Macron, recrute 15 designers demain, pour designer son modèle politique, pour designer, peut-être la salle du Sénat de demain, j'en sais rien. Il y a plein de choses comme ça. Donc sujet palpitant, et voilà, moi je focus aujourd'hui sur les enfants qui naissent aujourd'hui pour savoir comment on va se réinventer demain, parce qu'évidemment, j'ai pas la réponse à comment on va être designer en 2050. Et ça me fait penser, là, ton intervention me fait penser à une phrase que l'une de vous avait prononcée pendant nos préparations. Ah, peut-être que c'était une phrase, je ne sais plus de qui,
La C'était société de passer d'une société de consommation à une consommation à société de contribution. contribution. C'était toi, Ouais, c'était Claire? ça. Ouais, Bah, c'était tu moi, vois, ouais, tout à finalement, fait. là, Et on je reboucle. ne l'ai pas, je l'ai pas inventé, je l'ai tout simplement récupéré Emprunté. emprunté, voilà, de Christian Guellerin qui est directeur de l'école de design de Nantes, qui n'est pas du tout designer, mais c'est un très, très grand ambassadeur pour moi du design. Donc j'adore ses conférences et cette phrase-là, elle m'a toujours percutée, et ça va dans le sens de tout ce qui est aujourd'hui, design circulaire, nouvelle façon de consommer et cetera et bon, là, il est passé à bien d'autres choses, des sujets bien bien plus passionnants aujourd'hui, mais voilà, ça c'était une phrase qui m'avait percutée à l'époque. Et une phrase à laquelle, moi, ça m'avait fait penser à cette phrase de Bruno Latour: «Passer de la production à l'habitabilité». On est, presque à la fin de notre temps, il est 30. Est-ce que l'une d'entre vous a, envie de peut-être on peut faire un est-ce qu'on ferait un petit tour de table du mot de la fin peut-être? Ou est-ce qu'il y a une dernière chose que l'une d'entre vous aurait envie de partager avant qu'on passe au mot de la fin? Est-ce qu'on passe au mot de la fin, mesdames? Mot de la fin, c'est bien. Ça vous va? Qui a envie de se lancer sur le mot de la fin? Géraldine, Brigitte? Brigitte, ton micro est coupé. Je sais pas si tu peux le remettre? Voilà. OK, super. Brigitte, ce serait quoi ton mot de la fin? Bah, continuer comme ça. Hein, bah, alors, donc, le mot, c'est réseau déjà. Voilà. Réseau. Et voilà, déjà, beaucoup. Géraldine, ce serait quoi ton mot de la fin? Moi, je sais pas, c'est peut-être envie, joie. Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous trois, en asynchrone avec Nathalie, à se projeter sur cet exercice du design de 2050. Voilà, je suis très heureuse de rester sur ce thème de la joie d'être designer et d'avoir toutes ces perspectives de réparation du monde à envisager. Mmh. Là, je suis Merci. d'accord avec Géraldine. Moi, ce serait, s'il y avait 2 mots, ce serait enthousiasme et passion parce que, on a une chance formidable d'avoir le métier qu'on a, franchement. Je connais pas un designer qui soit vraiment malheureux dans ce qu'il fait tous les jours, sauf s'il est pas au bon endroit. Mais on a quand même une liberté, on a ce luxe d'avoir la liberté, d'intervenir dans plein de domaines différents et avec une polyvalence, très large. Et pour ça, ben, voilà, moi je remercie mes parents de m'avoir fait confiance dans mes études il y a quelques années, et de relever des challenges tous les jours parce qu'on est formaté pour ça finalement, hein. On existe, comme tel, on existe en tant que designer et on sait qu'on a une mission. Voilà, donc moi je remercie le design d'exister et je remercie bah, toutes les 3 hein, pour cet échange parce qu'on est dans 3 univers, 4 univers totalement différents et finalement on arrive à avoir une très, très belle symbiose, et harmonie dans nos échanges, donc c'est super, voilà, que ça continue. Eh bien, merci beaucoup Claire. Je vais, couper l'enregistrement et j'invite du coup les participantes qui sont, en ligne à rester pour, poser des questions. Je vais juste couper l'enregistrement pour qu'on puisse échanger, de manière, voilà, informelle et en prenant plus notre temps.